C'est avec un immense plaisir, chers élèves, que nous nous rencontrons encore une fois, toujours dans la perspective de la préparation à l'examen normalisé régional de la première année du baccalauréat. Aujourd'hui, nous allons essayer de travailler sur un exemple d'épreuve de l'examen normalisé régional, bien sûr français. Alors, avant d'y aller, pour l'épreuve d'aujourd'hui, faisons un petit rappel du cadre de référence. Nous avons parlé l'autre jour du cadre de référence qui spécifie deux domaines pour l'épreuve du normalisé régional. D'abord l'étude de texte et bien sûr la production écrite. Pour l'étude de texte, nous avons déjà commencé et nous avons spécifié qu'il s'agissait d'étudier un texte littéraire avec des étapes, les voici. D'abord la contextualisation, l'analyse, puis des questions de synthèse et d'interprétation. Rappelez-vous, chers élèves, qu'il s'agit bien sûr de la première étape de l'étude de texte. On a déjà traversé deux étapes de la contextualisation. Premièrement, nous avons travaillé avec un extrait sur la reconnaissance de l'œuvre littéraire à partir d'un extrait. Nous avons défini le genre littéraire de cet extrait que nous avons étudié. Aujourd'hui, nous allons focaliser notre travail sur situons le passage dans l'œuvre. Chers élèves, je fais appel à votre persévérance et à votre attention. Je sais très bien, par expérience sur le terrain, que la situation d'un extrait dans l'œuvre pose un grand problème. Sauf que, si vous suivez un petit peu les suggestions et la démarche que je vais vous proposer, vous ne trouverez plus de difficultés à situer un extrait dans une œuvre littéraire étudiée. Alors, allons-y avec un petit extrait tiré du dernier jour d'un condamné, le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, et c'est le deuxième module que vous avez à étudier cette année. Lisons l'extrait si vous le voulez bien. J'ai levé les yeux en tressaillant. Je n'étais plus seul dans ma cellule. Un homme s'y trouvait avec moi. Un homme d'environ 55 ans, de moyenne taille, ridé, voûté, grisonnant, à membres trapus, avec un regard louche dans des yeux gris. Un rire amer sur le visage, sale en guenilles, demi-nu, repoussant à voir. Il paraît que la porte s'était ouverte, l'avait vomi, puis s'était refermée sans que je m'en fusse aperçu. Si la mort pouvait venir ainsi. Nous nous sommes regardés quelques secondes fixement, l'homme et moi, lui prolongeant son rire qui ressemblait à un râle, moi, demi-étonné, demi-effrayé. « Qui êtes-vous » lui ai-je dit enfin. « Drôle de demande » a-t-il répondu. « Un frioche » Un frioche? Qu'est-ce que cela veut dire? Cette question a redoublé sa gaieté. Cela veut dire, s'est-il écrié au milieu d'un éclat de rire, que le tôle jouera au panier avec ma Sorbonne dans 6 semaines, comme il va faire avec la tronche dans 6 heures. Ha ha ha! Il paraît que tu comprends maintenant. En effet, j'étais pâle et mes cheveux se dressaient. C'était l'autre condamné, le condamné du jour, celui qu'on attendait à Bicêtre, mon héritier. Voilà l'extrait. Alors la question. Situez cet extrait dans l'œuvre d'où il est tiré. Ce qu'il faut faire pour situer un extrait dans l'œuvre que normalement vous avez lu, chers élèves. Alors, voilà ce qu'il faut faire, ce que je vous conseillerais de faire. Rappelez juste les faits qui précèdent l'extrait à étudier. Donc, seulement les événements, les faits qui précèdent de très près l'extrait qu'on vient, qui est là entre nos mains. Deuxième chose, situez en une phrase ou deux. Vous n'avez pas besoin de nous rédiger des textes entiers avec un premier ou un deuxième ou un troisième paragraphe. Parce que là, chers élèves, vous ne tromperez pas le correcteur de votre copie. Le correcteur de votre copie voudra seulement savoir est-ce que vous avez réellement lu l'œuvre, est-ce que vous avez complètement
saisit les faits qui précèdent directement l'extrait que nous venons de vous exposer, ou bien sûr un autre extrait d'une autre œuvre, bien sûr que vous avez au programme. Insistez sur les faits qui sont en relation avec l'extrait à étudier. Nous n'avons pas besoin de parler d'autres événements. D'accord? Nous avons besoin de parler, bien sûr, des événements ou des faits ou des actions qui précèdent exactement ce qu'il y a à étudier dans l'extrait, bien sûr, qui est entre vos mains. Ce qu'il ne faut pas faire. Résumer l'œuvre. Personne ne vous demande d'aller résumer l'œuvre pour prouver que vous l'avez lue. Ce n'est pas ça l'essentiel de la question. L'essentiel de la question, est-ce que vous savez vous situer, vous localiser dans une œuvre que vous avez lue? Deuxième chose qu'il faudrait éviter à tout prix. Revenir à des faits trop lointains de l'extrait à étudier. Bon, ce n'est pas la peine de revenir au chapitre 1 ou... non, ce n'est pas la peine du tout. Ce qui est essentiel, c'est de revenir un petit peu à quelques faits qui sont dans le chapitre qui précède l'extrait que vous avez à étudier. Troisième chose, résumer l'extrait à étudier. Là, encore une fois, je n'ai pas besoin d'avoir la réponse ou vous me donnerez une synthèse de l'extrait que vous avez ou du texte que vous avez bien sûr à étudier. Ce n'est pas la question qui est posée. Rédiger des textes longs. Alors la même chose, ne le faites jamais. Le correcteur n'a pas besoin de lire des textes très longs. 2 ou 3 phrases suffisent amplement pour une situation bien sûr d'un extrait. Sais-tu alors cet extrait-là? On a parlé du condamné qui rencontre le frioche. Voilà comment on peut faire. Le condamné est transféré à la conciergerie pour sa prochaine exécution dans 6 heures. Voilà. Il est dans la conciergerie. Il était bien sûr à Bicêtre, dans son cachot. Il lui reste 6 heures pour être exécuté. Et voilà, il est transféré à la conciergerie. Ça, c'est une possibilité et c'est une réponse. Mais je vous offre quand même une deuxième réponse, et qui est possible aussi. C'est le 23e chapitre. Cher élève, tu es sûr de ce que tu dis, par exemple, et tu sais que ce chapitre-là, et que cet extrait-là, se trouve exactement dans le 23e chapitre du roman Athènes de Victor Hugo. Donc pourquoi ne pas le faire? Donc je dirais carrément, c'est le 23e chapitre, l'heure de l'exécution approche, le condamné est à la conciergerie. Voilà une deuxième réponse possible. Permettons-nous une autre chance pour la situation d'un extrait. Cet extrait-là, je l'ai pris dans le module 2, Antigone de Jean Anouilh. Lisons-le ensemble, si vous le voulez bien. L'orgueil d'Œdipe. Tu l'orgueil, Œdipe. Oui, maintenant que je l'ai trouvé au fond de tes yeux, je te crois. Tu as dû penser que je te ferais mourir, et cela te paraissait un dénouement tout naturel pour toi. Orgueilleuse. Pour ton père non plus, je ne dis pas le bonheur. Il n'en était pas question. Le malheur humain, c'est très peu. L'humain vous gêne ou en tournure dans la famille. Il vous faut un tête-à-tête avec le destin et la mort. Et tuer votre père et coucher avec votre mère et apprendre tout cela après, avidement, mot par mot. Quel breuvage, hein? Les mots qui vous condamnent. Et comme on les boit goulûment quand on s'appelle Œdipe ou Antigone. J'espère que vous avez compris de quel extrait il s'agit. J'espère bien. Parce que si vous avez lu Antigone, vous saurez que là, nous sommes avec la tirade de Créon, quand Antigone, bien sûr, et Créon sont face à face. Et c'est la confrontation entre les deux protagonistes. Alors, regardez avec moi la réponse possible à la situation de cet extrait dans l'œuvre. Antigone tente d'enterrer son frère Polynice. Elle est surprise par les gardes. Il la ramène devant Créon. Il n'y a pas plus simple que ça, vous allez me dire quand même. Le projet d'Antigone dans toute l'œuvre, c'est enterrer Polynice, son frère. Et voilà, il a essayé de le faire. Les gardes l'ont surprise en train de faire ça. Et il la ramène, bien sûr, en présence du roi. Et c'est la confrontation Antigone-Créon. Et c'est lors de cette confrontation
qu'on va avoir bien sûr des tirades, soit les tirades de Créon, soit celles d'Antigone. Deuxième réponse encore une fois. Antigone essaye d'enterrer son frère Polynice, les gardes la ramènent devant Créon, et c'est la confrontation des deux protagonistes. Chers élèves, j'espère que les deux situations que je vous ai données ici, en tant qu'exemple, vous rendent, bien sûr, vous permettent de vous rendre compte que situer un texte, ce n'est pas vraiment la mer à boire. C'est quelque chose de très très simple. Sauf que, il ne faut pas qu'on triche là. Si vous ne lisez pas les œuvres, vous ne pourrez jamais le faire. Allons-y maintenant. Nous avons terminé la première étape de la contextualisation, avec les 3 questions, les 3 passages, sur, bien sûr, reconnaître l'œuvre, reconnaître le genre et situer. Et on part maintenant pour des questions sur l'analyse de l'extrait que nous avons entre les mains. Alors, ne changeons pas d'extrait. Reconnaître d'abord le type de texte. Deuxièmement, dégager l'organisation d'un texte. Troisièmement, comprendre le contenu d'un passage. Et quatrièmement, établir un rapport entre l'emploi d'un fait de langue ou de style et la construction du sens. Alors là, pour l'analyse, normalement, nous avons de 4 à 5 questions. On prend toujours le même extrait. Je vais vous le relire, ça ne nous fera que du bien. J'ai levé les yeux en tressaillant, je n'étais plus seule dans ma cellule. Un homme s'y trouvait avec moi, un homme d'environ 55 ans, de moyenne taille, ridé, voûté, grisonnant, un membre trapu, avec un regard louche dans des yeux gris, un rire amer sur le visage, sale en guenilles, demi-nu, repoussant à voir. Il paraît que la porte s'était ouverte, l'avait vomi, puis s'était refermée sans que je m'en fusse aperçu. Si la mort pouvait venir ainsi. Nous nous sommes regardés quelques secondes fixement, l'homme et moi, lui prolongeant son rire qui ressemblait à un râle, moi demi-étonné, demi-effrayé. « Qui êtes-vous » lui ai-je dit enfin. « Drôle de demande » a-t-il répondu. « Un frioche. » Un frioche ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Cette question a redoublé sa gaieté. Cela veut dire, s'est-il écrié au milieu d'un éclat de rire, que le tôle jouera au panier avec ma Sorbonne dans 6 semaines, comme il va faire avec ta tronche dans 6 heures. Ha 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 ! Il paraît que tu comprends maintenant. En effet, j'étais pâle, et mes cheveux se dressaient. C'était l'autre condamné, le condamné du jour, celui qu'on attendait à Bicêtre, mon héritier. Je terminais la lecture de l'extrait. Prenons la première question qui va, bien sûr, aller sur le type de texte. De quel type de texte s'agit-il ? Je vous ai lu le texte à 2 reprises et vous avez peut-être compris de quel type il s'agit. Là, vous le constatez, il ne se passe pas beaucoup d'action dans ce texte-là. Il y a surtout une rencontre, il y a un dialogue, mais il y a beaucoup de descriptions dans cet extrait. Et c'est pour cette raison que j'ai choisi pour vous cette réponse. C'est un texte descriptif qui comprend un bref dialogue. Mes chers élèves, pour que nous soyons très clairs et qu'il y ait de la transparence, je vais vous expliquer pourquoi cette réponse exactement. On va le prouver, on va le justifier. Les passages suivants sont tous descriptifs. Le temps verbal dominant est l'imparfait. Alors regardez les passages en jaune s'il vous plaît. Un homme d'environ 55 ans, de moyenne taille, ridé, voûté, grisonnant, un membre trapu, avec un regard louche dans des yeux gris, un rire amer sur le visage, sale, en guenilles, demi-nu, repoussant à voir. C'est de la description. Un rire, bien sûr, ici, qui ressemblait à un râle. Moi, demi-étonné, demi-effrayé. Et j'ajoute, j'étais pâle et mes cheveux se dressaient. Donc vous voyez très bien que dans tous les paragraphes de cet extrait, il y a de la description. Donc on ne peut pas échapper, on ne peut pas vraiment se tromper. On voit très bien que la dominance dans cet extrait, c'est la description. En plus, que tous les verbes ici, dans cet extrait,
sont, bien sûr, à l'imparfait. Nous passons à la question 2. Relève dans le texte les expressions qui marquent une opposition entre le condamné et le frioche. L'état d'âme des deux personnages n'est pas le même. C'est en fait une différence entre deux mondes. Ça, c'est sûr. Notre condamné, on l'a découvert lors des 22 chapitres qui précèdent cet extrait. On a su que c'est un homme cultivé, c'est un homme bien éduqué. C'est un homme qui utilise quand même un langage assez correct. Tandis que le frioche, il a une autre histoire, une histoire vraiment tragique, mais qui est vraiment très différent de notre condamné. La réponse à cette question. Le condamné. J'ai levé les yeux en tressaillant, demi-étonné, demi-effrayé. J'étais pâle et mes cheveux se dressaient. Le condamné utilise le langage courant. Le frioche. Un regard louche, un rire amer sur le visage. Prolongeant son rire, a redoublé sa gaieté, au milieu d'un éclat de rire, ha ha ha. Le frioche utilise le langage argotique. Le langage argotique, chers élèves, c'est un langage conventionnel qui s'utilise dans une certaine classe sociale très limitée. D'accord? C'est ce qu'on appelle bien sûr le langage ou l'argot, d'accord? Et vous savez très bien que dans cette œuvre de Victor Hugo, il y a beaucoup de langage argotique parce que nous sommes en présence des prisonniers, de criminels, d'assassins. Nous sommes bien sûr en présence d'une certaine catégorie sociale très précise et c'est pour cette raison que le roman ici regorge et est parsemé de ce langage argotique. Question 3. Relève les éléments descriptifs dans le premier paragraphe, s'il vous plaît. Faites très attention à cette question. Je ne dis pas relève les éléments descriptifs, mais je dis bien relève les éléments descriptifs dans le premier paragraphe. C'est très précis, parce que parfois, ce n'est pas que vous ne saviez pas répondre à une question, mais c'est que vous ne lisez pas très bien la consigne, vous ne lisez pas très bien la question. Quand je dis les paragraphes, je ne l'ai pas fait gratuitement, mais d'une manière volontaire, pour que l'élève fasse attention à la question qui lui est posée. Donc, il y a des éléments de la description physique, comme un homme d'environ 55 ans, de moyenne taille, ridé, voûté, grisonnant, à membres trapus, yeux gris en guenilles, demi-nus. Ça, c'est la description physique. Description morale, avec un regard louche, rire amer. Pourquoi je me suis arrêtée, à votre avis, à rire amer? Tandis que dans le deuxième paragraphe et dans le troisième paragraphe, il y a encore des éléments de la description morale. Parce que dans la question 3, on a spécifié dans le premier paragraphe. Ce n'est pas la peine de répondre et de donner des réponses qu'on ne vous a pas demandées. Chers élèves, je crois qu'aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur cette question pour l'analyse de notre texte. Pour la prochaine séance, je vous promets qu'on continuera l'analyse du même extrait avec 3 autres réponses qui vont comprendre bien sûr l'effet de langue et qui vont comprendre un petit peu bien sûr la synthèse, une question synthétique qui doit normalement montrer est-ce que vous avez compris certains termes qui sont utilisés bien sûr dans l'extrait, mais en relation avec la lecture. Alors, ce que nous sommes en train de faire pour vous, c'est qu'on vous facilite l'épreuve, on vous donne des exemples concrets pour que vous sachiez que l'épreuve que vous allez avoir, ce n'est pas quelque chose de très difficile et de complexe. Tout ce qu'on peut vous demander, chers élèves, et ça, vous ne pouvez pas ne pas le faire, c'est lire vos œuvres intégrales. Essayez, s'il vous plaît, de lire les 3 œuvres intégrales, La boîte à merveilles, Antigone et Le dernier jour d'un condamné. Ne comptez pas sur les résumés que vous trouvez sur Internet ou qu'un ami vous envoie quelque part. Je vous assure, ayez confiance, cela ne vous servira pas à grand chose. Lisez ces œuvres, donnez-leur la chance quand même, découvrez-les et vous n'allez pas être déçus.
Merci d'avoir été persévérant, d'avoir fait attention. J'espère que ça sera la même chose la prochaine fois. Au revoir. Bon courage.